Bonsoir et bienvenue sur M-Provence pour cette émission que nous allons consacrer au déconfinement. Alors vous savez qu'il y a eu beaucoup de consignes sur ce déconfinement, qu'il y a eu des indications provenant du gouvernement, qu'il y a des fiches métiers pour faciliter la reprise du travail, mais on a bien besoin d'éléments pratiques parce que tout ce qui sort aujourd'hui est parfois un petit peu abscon et surtout déconnecté de la réalité. Alors ce qui se passe sur notre territoire, c'est une initiative de Made in Soft de sortir à partir de maintenant, à partir de ce soir 18h, un livre blanc du déconfinement écrit par des spécialistes qui sont surtout des chefs d'entreprise et qui sont pour la plupart avec nous ce soir sur ce plateau dans cette émission qui est diffusée à la fois sur la page Facebook de M-Provence et sur celle de Made in Soft. Alors j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission pour laquelle vous pouvez poser des questions ou émettre des commentaires sur nos différentes pages Facebook, de haut en bas et de gauche à droite sur votre écran, l'avocat Michel Kuhn du cabinet Archéos avec qui nous allons parler de droit social et puis de toutes les obligations qui sont liées notamment aux gestes barrières, Audrey Lukinassi qui est la présidente de la Fédération Commerce Entraide et qui va parler de ce déconfinement chez les commerçants et puis bien entendu de ces premières journées et de la nécessité pour les commerçants, mais ça avait déjà commencé je crois Audrey, de se digitaliser de plus en plus. Avec Stéphanie Ragu, on va parler du retour du chef d'entreprise avec une vie qui soi-disant pourrait être à peu près normale par rapport à ces 2 semaines de confinement, mais on va voir en fait dans la pratique comment cela se passe. Anne Angebaud qui est présidente de Artist Coaching va nous parler plus de la partie psychologique, de la partie accompagnement, de la partie managériale. Francis Papazian, que vous connaissez aussi comme animateur des webinaires, a là aujourd'hui sa casquette financière et avec lui, on va évoquer les questions de tous ces dispositifs financiers sur lesquels nous avons énormément de précisions et parfois de contre-précisions dans la même journée. Donc, il va nous donner beaucoup de précisions à ce sujet. Avec nous également Laurence Bricteux, qui est responsable de Simplon Région Sud. Et avec Laurence, on va parler du télétravail et on va parler aussi de la cybersécurité, qui est aussi une question importante en reprise d'activité et en activité digitale. Et puis nous avons avec nous Arnaud Ciel, qui est président de CA+, et avec Arnaud, nous parlerons de l'aspect plutôt commercial et de la façon dont on va pouvoir contacter ses clients et faire de la conquête et de la fidélisation dans les journées, les semaines et les mois à venir. Alors on va attaquer peut-être tout de suite avec vous Stéphanie sur ce chef d'entreprise qui revient aujourd'hui parmi ses troupes ou pas parmi ses troupes parce que beaucoup de gens se sont faits au télétravail. Donc déjà sur ce contexte actuel, quelles sont les premières conclusions qu'on peut tirer de ces 2 premières journées de déconfinement progressif? Et puis peut-être pouvez-vous nous dire aussi Stéphanie un mot sur ce qui a amené Made in Soft à se lancer dans cette œuvre de plus de 100 pages avec tous ces spécialistes et donc dans ce livre blanc du déconfinement qui semble assez unique en France, fait en tout cas par des professionnels comme vous. Stéphanie. Absolument. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes mardi 12 mai, déconfinement depuis hier. Aujourd'hui, le télétravail, bien évidemment, reste une priorité. Pour plein de raisons. Il y a des collaborateurs qui ne souhaitent pas forcément revenir immédiatement en entreprise et puis parce que pour mes services support au siège, c'est aussi plus facile de rester en télétravail, les conditions le permettent. En revanche, sur le terrain, sur nos collaborateurs, c'est un peu moins évident puisque les clients nous demandent de revenir sur site. Donc, il y a une espèce de frustration sur ceux qui restent, qui doivent revenir sur site, et ceux qui restent en télétravail. Donc là, il y a un travail qui est fait de communication avec eux, de préparation également, d'anticipation de retour au travail. Donc on passe beaucoup de temps avec nos collaborateurs au téléphone. On fait énormément de petites formations qu'on va mettre en place assez rapidement avec eux sur du soutien psychologique. Là aujourd'hui, on n'est pas complètement dans l'action. On est encore un petit peu dans l'attente.
c'est encore un peu fragile. La sortie du livret blanc de Made in Soft, effectivement, c'est un peu une boîte à outils, un mode d'emploi sur tous les domaines de compétences, sur comment reprendre dans des bonnes conditions, avec plein de questions qu'on se pose, des questions économiques, des questions sociales, des questions de ressources humaines pour la gestion de nos collaborateurs. Et donc, du coup, on a décidé de travailler à plusieurs mains. C'était un travail fait en très peu de temps, mais très intéressant. Et merci Made in Soft de m'avoir fait participer à celui-ci. Voilà. Merci beaucoup de cette introduction. On reviendra bien sûr vers vous, Stéphanie. Et puis, je rappelle que vous pouvez donc nous poser vos questions sur les pages Facebook de M-Provence et de Made in Soft. Alors, on a évoqué plusieurs points déjà dans cette première intervention de Stéphanie, et notamment les aspects qui sont les aspects juridiques et qui sont très importants. Donc, Michel, on a besoin de votre éclairage. Donc, vous êtes avocat, le cabinet Akeos. Est-ce que vous pouvez nous dire, Michel, donc quelles sont déjà les responsabilités pour le chef d'entreprise en matière de respect de gestes barrières, puisque la priorité, c'est d'installer dans l'entreprise tout ce qui convient pour que le salarié soit en sécurité. Exactement. L'employeur, en réalité, va avoir à partir de ces jours-ci une double obligation. Une obligation à la fois, on va dire, très théorique, c'est-à-dire de prévoir dans un certain nombre de documents, notamment la déclaration, le document unique des risques et éventuellement le plan de reprise, un certain nombre de mesures qui seront d'abord des intentions et qui seront des mesures complètes qu'il aura lui-même définies avec, si possible, le concours des représentants du personnel, voire même des salariés. Mais ce travail, finalement, est un travail de recensement, un travail technique, rédactionnel, qui est important, mais qui ne sera pas suffisant, parce que ce qui va compter réellement, c'est la mise en œuvre de ces mesures qui seront prévues. Je remercie évidemment Made in Soft d'avoir permis d'apporter un éclairage juridique sur ces obligations, et sans vouloir être anxiogène, il est quand même important de dire que le plus dur commence, c'est-à-dire que maintenant il va falloir que chaque employeur comprenne que les mesures doivent être effectives, et des mesures effectives, ça veut dire qu'elles doivent s'appliquer de manière réelle. Les prévoir, c'est bien, mais les appliquer, ça devient indispensable. Alors, sur les gestes barrières, nous avons la chance, effectivement, dans ce guide, d'avoir un rappel exhaustif des principales mesures qui peuvent être mises en place. Vous savez également que le ministère du Travail, dans sa mission de conseil, a permis de donner pas mal de pistes, notamment en éditant des fiches conseils par métier, un protocole également de déconfinement qui est sorti le 3 mai dernier. Mais attention aussi, sachez que ces règles vont servir à l'employeur à les mettre en œuvre, mais vont aussi permettre aux inspecteurs du travail de contrôler la mise en œuvre. Donc encore une fois, ces documents, et je remercie effectivement Stéphanie de les avoir compilés dans ce livre blanc, sont indispensables, mais vont aussi être des indices pour éventuellement rechercher la responsabilité des employeurs. On reparlera de tout ça dans quelques instants. On voit bien que surtout dans notre tissu en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est constitué en très grande partie de petites PME ou de TPE, eh bien le chef d'entreprise doit se transformer aujourd'hui en spécialiste des ressources humaines, ce qui n'est pas forcément, avec les responsabilités dont vient de parler Michel, et puis aussi en directeur financier. Parce que Francis, derrière tout cela, il y a la nécessité que l'entreprise continue à vivre, continue à avoir suffisamment de trésorerie. Donc, est-ce que vous pouvez, Francis, nous dire quelques mots sur ce qu'a été la rédaction pour vous de la partie financière de ce livre blanc et des efforts que doit faire le chef d'entreprise pour être au courant de tous les dispositifs qui l'entourent sur la partie financière? Oui, bonsoir Yves, merci et bonsoir à tous. Et encore une fois, merci à Made in Soft d'avoir édité ce fameux livre blanc qui est en fait un véritable guide pratique pour l'entrepreneur dans le cadre de ce déconfinement. Alors nous avons tout de suite pris la décision avec la commission finance de Made in Soft de ne pas revenir sur les multiples actions mises en œuvre par le gouvernement et les institutions comme les chambres de commerce par exemple, ou les régions et les départements, pour accompagner les entreprises et pour éviter finalement qu'elles ne souffrent trop de cette période tout à fait particulière. Nous avons décidé de finalement nous projeter dans l'avenir et de se dire comment nous allons pouvoir travailler sur la trésorerie de l'entreprise. Parce que si nous avons traité l'urgence avec les PGE, je n'y reviens pas, tout le monde les connaît, les prêts garantis par l'État. Si certains ont utilisé les fonds de solidarité mis en œuvre par les institutions, je l'ai dit, il va falloir que nous retrouvions un semblant de normalité dans nos cycles d'exploitation. Et qui dit cycle d'exploitation, Yves,
dit évidemment comment reconquérir de la trésorerie, comment optimiser sa trésorerie. Donc, nous avons pris le parti pris de travailler de manière extrêmement pragmatique sur les produits destinés à optimiser l'actif réalisable de l'entrepreneur, c'est-à-dire, en gros, ses créances clients. C'est tout le sens du guide pratique et du livre blanc sur la partie finance, pilotée par la commission finance de Medisoft. Merci Francis. Cette mobilisation du poste client qui se mesure en France en centaines de milliards d'euros, on y reviendra bien entendu tout au long de cette émission. Alors, avant de parler au digital, qui est sans doute l'évolution la plus importante et puis qui concerne aussi le centre de l'activité en temps normal, j'allais dire, de Medisoft, un point peut-être sur les aspects psychologiques et managériaux avec Anne Angebot, parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est donc un chef d'entreprise qui doit devenir encore plus un homme orchestre que d'habitude, et tout ça, je suppose, pose des questions à la fois managériales et puis des questions d'organisation du temps et de la vie du chef d'entreprise, qui est aussi un mari, une femme, un compagnon, une compagne, un père de famille et ou une mère de famille, et qui a également bien sûr d'autres activités que son activité professionnelle. Oui, exactement. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, je me suis intéressée dans la rédaction du livre blanc avec des collègues, Marie, William, Eric. Ensemble, nous sommes passionnés, en fait, par la dimension humaine. Avec la crise du Covid-19, on a vraiment une sorte de brutalité de changement qui nous a été imposée. Et pour le dirigeant d'entreprise, il y a tout plein de choses à gérer maintenant sur le plan psychologique, émotionnel, sur le plan relationnel. Il a eu des personnes loin de son entreprise, il a eu des personnes qui ont vécu un changement brutal, qui du coup ont pu avoir peur, avoir des niveaux d'anxiété élevés. Il a eu des collaborateurs en surcharge de travail, d'autres au contraire en sous-charge. Donc ceux qui étaient en surcharge étaient stressés, ceux qui étaient en sous-charge se sentaient un peu inutiles peut-être pendant cette période. Bref, tout ça amène de profondes modifications, et le dirigeant qui va maintenant recevoir à nouveau ses troupes dans son entreprise ne peut juste pas se reposer sur l'idée que on revient comme avant le 16 mars. C'est pas possible. Il y a un véritable changement qui s'est opéré, qui a pu même aller jusqu'à faire émerger des crises de sens, des crises existentielles chez certaines personnes qui voient le travail de manière différente, qui ont découvert une autre façon d'articuler la vie personnelle, familiale et la vie professionnelle, qui ont découvert qu'ils avaient beaucoup d'autonomie, donc de capacité à être responsables sur leur poste, et qui ne voudront pas se retrouver avec un périmètre plus petit que ce qu'ils ont pu expérimenter pendant la période. Bref, donc sur le plan psychologique, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe. Comme toujours, quand il y a des crises, cela impacte fortement l'être humain. Et tout à l'heure, c'est Stéphanie, je crois, qui rappelait combien l'élément humain est essentiel à la performance de l'entreprise. Donc, c'est un véritable challenge qui se présente pour le dirigeant là. Il va devoir non seulement être dirigeant coach et psychologue un peu. Merci beaucoup Anne, on va revenir sur tous ces points avec vos questions aussi, n'oubliez pas de les poser donc sur la page Facebook de M-Provence ou sur la page Facebook de Medisoft. Alors Audrey Lucinassi, la présidente de la Fédération Commerce 113, on a hâte de savoir comment se sont passées ces 2 premières journées de déconfinement pour les commerçants, notamment dans nos centres-villes. On sait que ce déconfinement était très attendu, qu'il y a des commerces qui accueillent beaucoup de monde et puis des commerces où peut-être les personnes ont un petit peu plus de crainte de se rendre pour des achats ou des prestations qui ne sont pas essentielles à leurs yeux. Comment ça se passe dans nos centres-villes et dans nos commerces de proximité depuis 2 jours, Audrey? Bonsoir à tous. Déjà, je suis ravie d'être parmi vous. Une fois de plus, Medisoft est très réactif dans chaque situation et les commerçants s'organisent. Donc, ce qui est difficile, c'était que, en fait, depuis le déconfinement, il a fallu d'abord anticiper les gestes barrières, toutes les protections, d'abord pour nos salariés, pour nos équipes. Ensuite, la deuxième étape pour recevoir nos clients de manière sécurisée. Aujourd'hui, on est encore dans l'adaptation, on est dans l'organisation, mais je crois que les choses vont se faire petit à petit cette semaine parce que on est un métier de contact et là on nous demande de faire notre travail avec le moins de contact possible. Donc c'est le sens inverse du commerce et je crois que les commerçants ont montré une grande capacité d'adaptation. Bien sûr, ils étaient mitigés, bien sûr qu'ils voulaient ouvrir rapidement parce qu'ils n'ont pas le choix en termes de chiffre d'affaires.
Il y aura beaucoup de commerçants qui vont rencontrer de difficultés, c'est déjà fait. Donc, on n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir, mais on se rend compte que il faut être très prudent. On appelle à la responsabilité de chacun et voilà, surtout la sécurité de nos citoyens, donc de nos clients, de nos salariés. Et c'est une nouvelle façon de travailler. Mais les clients étaient plutôt au rendez-vous. Merci de ces bonnes nouvelles, Audrey. Alors Arnaud, comment va se faire la relation client? Parce que là, c'est important que vous nous éclairiez sur ce point. Dans ce monde qui va quand même devenir sans doute encore plus digital que ce qui n'était avant cette crise, comment est-ce qu'on va conquérir? Comment est-ce qu'on va fidéliser? Et on voit bien, Audrey nous le disait à demi-mot, que la problématique des magasins dans lesquels il va falloir être un peu moins nombreux, donc accueillir un peu moins de personnes en même temps, avoir peut-être des questions de productivité ou d'efficacité commerciale qui se posent. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces points? Comment donc va se faire la relation commerciale dans les mois qui viennent? Bonsoir à tous. Effectivement, Audrey le signalait, le commerce et le commercial, ce sont des métiers de contact. On se rappelle l'importance de briser en début de rendez-vous, de l'importance de la poignée de main. Donc là, effectivement, s'adapter. Il va falloir construire de nouvelles façons de briser la glace. Et on sait déjà ce qui est une bonne nouvelle, c'est que ça fait 2 mois que nous avons pu nous habituer à entrer en contact différemment avec les players, organisé par exemple en visio. Donc nous avons pu utiliser la caméra, de cadrer des contre-jours, des fonds ou virtuels ou réels qui envoient une image professionnelle et cohérente avec notre positionnement. Il va falloir simplement transposer une nouvelle fois ce que l'on avait l'habitude de faire physique, de le transposer en digital. Mais la bonne nouvelle, ça nous permettre d'être plus de rendez-vous, créer plus facilement du lien. Et on l'a vu là, une nouvelle pendant le confinement. Et c'était tout l'intérêt du travail de Livre Blanc en collectant les retours des différentes entreprises. On se rend compte que on avait des interlocuteurs qui étaient potentiellement beaucoup plus ouverts, et on a pu beaucoup facilement du lien. Donc, bonne et adaptons-nous aux nouveaux outils, et de la même façon, soignons auparavant notre voiture avant de chez nos prospects. Nous allons soit notre ordinateur, le virtuel ou réel, et les outils que nous allons utiliser pour créer le contact avec nos clients. Voilà, Yves. Merci beaucoup. Alors, on comprend bien qu'aujourd'hui, ces liaisons sont pas toujours très faciles, donc c'était pas absolument évident. Mais on a bien compris, Arnaud, que la nécessité, c'était l'adaptation. Vous le prouvez avec le fond qui est derrière vous. Il va falloir être sans doute un peu imaginatif et créer l'envie chez le client, avec peut-être au-delà de ces systèmes de vidéo et de contact, donc par différentes techniques, eh bien la nécessité, en effet, de s'adapter et d'être conseillé. Laurence, il y a une question aussi qui se pose quand on veut développer le télétravail. Il y a la question sociale, sociétale, managériale, éventuellement juridique. Il y a aussi une question de sécurité des opérations. Et vous avez notamment travaillé sur ce sujet dans la partie que vous avez réalisée. Je rappelle que vous êtes responsable de Saint-Plon sur la région sud. Tout à fait. Tout d'abord, bonsoir et également merci à Medinsoft de nous avoir confié cette partie sur les outils et la cybersécurité. Clairement, depuis qu'on est en confinement, c'est-à-dire maintenant depuis 8 semaines, il a fallu s'adapter par tous les moyens possibles. On a d'abord eu tous la visionnite aiguë ou la visioconférencite aiguë pendant quelques jours, s'habituer à tout ça. On a demandé à nos équipes, aux membres de nos équipes de revenir avec soit des ordinateurs, soit d'utiliser les ordinateurs de la maison, soit d'utiliser les téléphones perso, des connexions Wi-Fi qui n'étaient pas délirantes, enfin bref, toute une série de choses qui n'ont pas facilité, on va dire, les connexions, et donc forcément qui ont ouvert potentiellement des brèches également à tout ce qui est sécurité, puisqu'il est évident que dans une période de confinement, il y a toujours
personnes mal intentionnées qui souhaitent vouloir profiter d'une situation et faire en sorte de pouvoir pénétrer des réseaux d'entreprises comme des réseaux privés. Moi, pour ma part, j'ai la première fois de ma vie que j'ai été hackée sur Twitter il y a 2 jours. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, donc c'est de tous les côtés pour le moment. Donc clairement, il y a toute une série d'outils. Et c'est ce que nous avons fait dans le livre blanc, c'est recenser toute une série d'abord d'outils de télétravail, parce que le télétravail va continuer. Pour notre part, par exemple, chez Simplon, nous, on va télétravailler à minima jusqu'en septembre, si pas plus tard d'ailleurs, et ça va changer énormément de choses dans notre façon de travailler. Donc on a listé toute une série d'outils utiles pour travailler en équipe à distance, et également toute une série de recommandations à faire pour éviter justement de mettre en danger sa propre sécurité de son ordinateur, mais également le réseau de l'entreprise, puisqu'il y a ces deux dimensions dont il faut tenir compte lorsqu'on travaille de la maison, c'est se protéger soi, son propre réseau et également le réseau de l'entreprise. Alors Stéphanie, on revient vers vous pour un langage de vérité. Hein. Vous avez beaucoup bougé en tant que chef d'entreprise au contact de vos équipes pendant cette période. Certains sont plus restés dans une forme, allez, je vais être un peu provocateur, de confort du télétravail. Est-ce que ce télétravail, ça peut être vraiment quelque chose aujourd'hui qui s'envisage de façon très régulière, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt quand même sur une période un peu de transition et que finalement, au bout d'un certain temps, les gens vont reprendre le chemin de l'entreprise ? Non, je pense qu'effectivement, le télétravail a du bon. C'est quelque chose que nous devons encore travailler pour que nos salariés soient dans de meilleures dispositions et de conditions. Là, c'est vrai qu'on a eu à mettre nos collaborateurs en télétravail en quelques heures, du jour au lendemain. Donc, en termes d'outils, de matériel, de coaching, de soutien, de communication, je pense qu'on a encore du travail devant nous. En ce qui nous concerne, c'est un mode de travail qu'on va continuer à raison de 2 jours par semaine jusqu'au mois de septembre. Ensuite, nous verrons. Mais je pense que c'est quelque part aussi sur 2 jours par semaine un gain de temps. Un gain précieux pour optimiser nos réunions, les timer, alors que c'est vrai que quand nous sommes en réunion, en ce qui nous concerne, environ 6 à 7 fois par semaine, c'est pas forcément timé, on a toujours l'impression de déborder sur des horaires. Là, on était un petit peu plus organisé, je dirais, qu'au bureau. Donc, on va alterner les deux, on va travailler sur nos outils, sur nos méthodes pour continuer le télétravail, bien sûr. Alors Michel, on parlait avec vous des différentes façons de respecter les règles barrières. On va rentrer sur des petites questions d'actualité pour être un petit peu précis. Hein. On sait que il y a des chefs d'entreprise qui avaient demandé de pouvoir, par exemple, faire des tests dans l'entreprise. Ça a été refusé par le ministère du Travail. Donc aujourd'hui, on est confronté à des chefs d'entreprise qui disent mais on nous demande de protéger nos salariés, et puis quand on veut prendre des mesures de protection de ces salariés pour les inciter à reprendre pied dans l'entreprise au sens propre du terme, eh bien on nous interdit de faire en sorte d'assurer leur santé avec ces tests. Il n'y a pas un côté peut-être un petit peu schizophrénique là des différentes mesures qui sont prises, et concrètement comment ça va se passer? Complètement. Alors après, effectivement, il faut vraiment s'adapter à la fois au discours politique qui est d'inciter à la reprise, et puis finalement à la réalité juridique qui incite et doit même imposer aux employeurs d'être relativement prudents. Alors sur les mesures elles-mêmes, c'est vrai que ces derniers temps, sachant que l'obligation juridique d'obligation de sécurité n'a pas été juridiquement bouleversée, ce qu'on constate, c'est que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les quelques contentieux qui existent aujourd'hui, et dont certains d'ailleurs sont repris dans les médias, pointent essentiellement l'absence de communication de l'employeur au sein de sa base. Alors encore une fois, ça concerne à la fois les entreprises qui ont des représentants du personnel, mais également des entreprises qui n'ont pas forcément de CSE. Donc cette obligation de communication, aujourd'hui, à mon sens, est vraiment au centre de cette prévention que l'employeur doit avoir et cette anticipation. On est vraiment dans le dialogue, et on a beaucoup parlé de l'humain, et je pense que le juriste que je suis sait également ce qu'est l'humain, et j'insiste vraiment auprès des employeurs d'avoir une oreille attentive, une main tendue auprès de ses clients, auprès du public qui vient dans son entreprise, et naturellement auprès de ses collaborateurs. Il n'y a pas de mesure ensuite miracle, évidemment.
chaque mesure doit s'adapter selon son activité, selon la taille de son entreprise, selon les postes que vous avez au sein de votre société. Il est certain qu'un salarié qui est au contact de la clientèle devra a priori avoir des mesures de protection bien plus accrues que celui qui reste dans son bureau. Donc, il n'y a pas de méthode, on va dire, zéro défaut. Ceci étant, il y a quand même une méthodologie à suivre. Il y a quand même, et encore une fois, ce livre blanc, à mon sens, est extrêmement utile. Il y a quand même un certain nombre de précautions qui peuvent être prises. Je me permettrai simplement de revenir, si vous me le permettez, sur le télétravail, puisque je suis moi-même un grand adepte du télétravail. J'ai toujours incité à avoir recours à ce télétravail avant même la crise qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail tel qu'on l'a pratiqué ces dernières semaines est un télétravail exceptionnel, c'est-à-dire que le Code du travail l'autorisait de manière presque anarchique dans la mesure où nous étions dans des conditions particulières liées à une pandémie. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand cette urgence sanitaire prendra fin, eh bien, il faudra être dans les clous du Code du travail. Il faudra conclure des accords, conclure une charte ou trouver en tout cas des accords écrits avec les salariés. Et c'est à mon sens là que aussi l'humain va reprendre tout son sens et que il va falloir bâtir avec les salariés, avec les représentants du personnel, eh bien des règles du jeu qui en réalité n'étaient pas définies au tout début de ce télétravail que nous avons connu ces dernières semaines. Vous avez probablement entendu que le ministère du Travail a rendu il y a quelques jours seulement une sorte de guide de bonne pratique du télétravail. J'ai à la fois tendance à dire merci, tant mieux de nous le donner maintenant, mais c'est presque un petit peu tard puisque aujourd'hui on est déjà sur la phase reprise des salariés et retour des salariés au sein de l'entreprise. Or, ce télétravail, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux juridiquement et qui peut être appréhendé quand même de la façon suivante, c'est que c'est en réalité l'entreprise qui vient s'installer dans le salon de tout à chacun. Et c'est là où effectivement cette installation ne doit pas être faite de manière anarchique et doit être anticipée, programmée, et là aussi avec un certain nombre de garanties. Merci, mais Anne, on s'aperçoit que ce chef d'entreprise homme orchestre ou femme orchestre va devenir aussi un super communicant, parce que la question qui se pose, c'est que quand on fait du télétravail, on a des échanges qui sont parfois très différents des échanges qu'on peut avoir en face à face. L'échange par mail, il y a peut-être des règles de politesse ou peut-être pas, et c'est quelquefois des échanges qui sont très directs et qui peuvent être d'une certaine façon un peu violents parfois. Oui, ça peut être très très violent, d'autant que c'est un petit peu ce qui nous arrive ce soir. En fonction de la qualité du réseau, c'est plus ou moins facile de voir nos expressions, nos ressentis. Il nous manque un certain nombre de choses pour communiquer efficacement. La communication, d'ailleurs, dans le livre blanc de Made in Soft, c'est avec Marie Brabant qui s'est intéressée à ce sujet-là, et je vous recommande d'ailleurs de lire ce qu'elle a écrit. Elle va complètement être modifiée. Ça a été un petit peu brutal. Il a fallu s'approprier des nouveaux outils avec parfois des problématiques, ça nous en parlerons peut-être en termes de cybersécurité, de sécurité de partage de l'information, de coupures qui rendent les visios, les réunions à distance très difficiles, la surcharge mentale provoquée par la sollicitation du cerveau et des yeux à travers les écrans. Et tout ce que nous avons pu faire, nous l'avons fait, nous n'avons pas eu le temps effectivement de nous organiser. Donc des nouvelles façons de communiquer, sans doute en revoyant les formats, en revoyant les cadences, en acceptant de peut-être moins communiquer, de communiquer différemment. Merci Francis. On revient sur la partie financière extrêmement précise, on l'a bien compris. Alors on a été les premiers sur M-Provence au lendemain du confinement d'interroger le président des experts comptables, Lionel Canesi, sur cette mobilisation du poste client. On rappelle que l'idée, c'est que en fait vous ne devez pas être banquier de votre client, vous n'avez pas à l'être. C'est bien ça si je me réfère à vos pratiques financières et à votre expérience de ce métier, Francis. Le but, c'est de dire, faisons d'abord rentrer ce que les clients nous doivent. Exactement. Rappelez-vous, le président de l'Ordre des experts comptables, vous l'avez cité, disait au tout début de la crise, payez vos fournisseurs. Et il avait raison. Parce que c'est important, évidemment, que chacun paie l'autre. Mais en même temps, il y a dans notre pays des usages de crédit client et de crédit fournisseur
qu'il faut respecter évidemment, en moyenne 30 à 45 jours, eh bien ces 30 ou 45 jours, il faut pouvoir les mobiliser. Alors nous n'avons rien inventé dans le livre blanc en matière de produits de mobilisation de créances, vous l'imaginez bien, simplement, nous avons essayé d'être vraiment dans l'esprit du guide pratique en donnant justement des bonnes pratiques. Je m'explique. Vous savez, la courbe des taux actuelle est telle que la négociation sur les taux d'intérêt de lignes de mobilisation de créances, fut-elle de l'escompte, du facteur, vous retrouverez tout ça dans le livre blanc, cette négociation n'a pas grand intérêt. Elle va faire perdre du temps et aux banquiers et à l'entrepreneur. Donc nous avons essayé de porter attention sur quelques bonnes pratiques en matière de négociation. Quels sont les axes aujourd'hui? Et encore une fois, compte tenu de la courbe des taux que nous connaissons, quels sont les axes de négociation pour correctement mobiliser son poste client. Deuxième élément, nous avons tenu à parler aussi de la dette structurelle. Vous le savez, beaucoup d'entrepreneurs ont utilisé le prêt garanti par l'État. Très bien, on a sauvé ce qui pouvait l'être à court terme. Mais nous avons, par ce fait, endetté, voire surendetté nos entrepreneurs et nos entreprises. Il faudra gérer cette dette, la rembourser, évidemment. Donc ceci va avoir une influence sur la capacité de nouvel investissement structurel de nos entreprises, sur la capacité de remboursement de nos entreprises, et puis sur la capacité à pouvoir retrouver du cash flow. Eh bien, nous avons aussi dans le livre blanc traité du sujet du rallongement de la dette, de la restructuration de la dette, parce que demain, après-demain, lorsque nous aurons encore une fois retrouvé un semblant de normalité dans nos cycles d'exploitation, on recalculera dans les bilans de nos entreprises le ratio d'endettement que vous connaissez tous, endettement face à fonds propres. Et bien ce ratio-là, il va être atrophié par les PGE. Eh bien, nous donnons là aussi quelques bonnes pratiques en matière de rallongement de dette structurelle, comment on renégocie une dette, quels sont les actes de négociation. Et enfin, j'essaie de ne pas être trop long, nous avons entrebâillé une nouvelle porte en matière de financement de court terme. Nous avons abordé le thème de l'ouverture du capital. Bien souvent, on pense que ouverture du capital égale perte de la gouvernance, perte du pouvoir. Eh bien non, nous pouvons travailler sur la géographie du capital pour amener du cash, ce cash qui est la sève de l'entreprise, pour amener du cash très vite pour permettre à l'entreprise de passer ces caps si difficiles. Et ces caps difficiles, c'est les commerçants qui doivent les passer aussi, avec ces problématiques de trésorerie. Alors Audrey, on va parler de stratégie. Moi, je vais découvrir dans quelques instants ce livre blanc parce qu'on était sous embargo jusqu'à 18h, donc je n'en connais pas les bonnes pages, y compris les bonnes pages que vous avez écrites. Est-ce qu'il va y avoir de votre part une stratégie commerciale pour essayer de faire revenir les gens dans vos commerces, un peu comme vous le faisiez avant cette crise du coronavirus, pour lutter contre d'autres acteurs commerciaux et dire voilà, il faut venir chez les commerçants. Est-ce qu'aujourd'hui il va y avoir des opérations de promotion, une stratégie plus agressive, et est-ce que vous allez avoir les moyens dans cette conjoncture très difficile financièrement de mener ces actions? Alors, vous êtes bien placé chez Made in Soft pour savoir que ça fait 2 ans qu'on travaille sur ces sujets-là avec vous, en partenariat. Vous nous avez permis d'identifier toutes les startups matures qui avaient des solutions commerce. Malheureusement, on avait apparemment 2 ans d'avance. À cette époque, les commerçants trouvaient que c'était accessoire. Il y a que certains commerçants qui étaient partis sur ce sujet-là parce que pour eux, faire du commerce, c'était l'exploitation de leur pas de porte. J'ai envie de vous dire que c'est particulier de dire ça, mais cette période aura été un booster pour cette transformation et on va pouvoir y aller de manière plus accélérée parce que effectivement, il y a des secteurs d'activité qui ne pourront continuer à exister que s'ils sont digitalisés. La transformation digitale de l'artisanat, du commerce traditionnel est maintenant un passage obligé. Après, c'est vrai que nous, on essaye de mutualiser un maximum de choses. On s'est rendu compte pendant cette crise que les commerçants qui ont pu continuer à exercer, c'est ceux qui avaient justement la possibilité de communiquer via un fichier client et d'autres activités qui n'ont pas de fichier client, qui avaient complètement plus de contact avec leur clientèle, et ceux qui ont pu s'en sortir, c'est ceux qui ont fait de la livraison et qui continuent là à le faire malgré le déconfinement, parce que encore une fois, on pourra continuer à exister certaines activités que si on réussit notre transformation.
Donc ça veut dire passer par de la mutualisation de livraison, avoir des sites vitrines, pouvoir avoir des paiements en ligne. Vous voyez, c'est particulier parce que même la mise en place de la vente à distance, alors que c'est simplement un coup de fil à sa banque pour mettre sur son TPE la mise en place de la VAD, ben même ça, c'est pas la première chose qu'un commerçant va faire. Donc à travers ce livre blanc, déjà on a voulu livrer un constat qui est réel, parce que nous on a pu appeler tous les commerçants pour essayer d'identifier leurs besoins dans ce moment, mais aussi sur l'après. Et ensuite, on a essayé de livrer une certaine méthodologie, parce que bien sûr, il y a des opportunistes de cette situation, et les commerçants se voient maintenant toutes sortes de solutions pour qu'ils soient sur le web. Il faut leur apporter un maximum de méthodes pour qu'il y ait le moins de casse possible, et qu'on puisse le faire de manière territoriale, qu'on puisse le faire de manière métropolitaine. On ne peut pas aujourd'hui, un commerçant n'est pas en mesure d'avoir son community manager, son livreur, d'avoir sa solution digitale parfaite, les stocks à jour. Même si on leur met en place tout l'outil, il faut vraiment les accompagner sur cette transformation digitale. Et si vous voulez garder vos commerçants, on a chacun un rôle dans cette transformation, et je compte sur vous. J'espère que vous commanderez moins sur Amazon, et que vous avez vous aussi pris conscience du rôle du commerce dans vos noyaux villageois, dans vos centres-villes. Voilà, j'appelle aussi à cet élan citoyen. J'espère que ça va continuer bien après cette crise du Covid. Merci Audrey. Alors Arnaud, la grande question, elle est posée, hein, c'est la coexistence entre ces grands acteurs très très organisés, et puis en effet la nécessité pour les acteurs locaux qui sont intervenus dans la rédaction de ce livre blanc de Made in Soft, eh bien de se faire une place, hein, dans cet univers. Alors on parlera peut-être des questions de formation tout à l'heure avec Laurence, mais déjà sur les aspects de ces actions commerciales pour conquérir, pour fidéliser, est-ce que vous avez des idées et des solutions pour cette relation client? Oui, évidemment. Pour rebondir sur ce que disait Audrey, pour votre remarque, vous vous opposiez une structure face à Mastodonte. La structure en atout énorme, c'est leur activité. Et en interne, les différentes entreprises Made in Soft que j'ai pour rédiger ce livre blanc, notamment, j'ai chaté même chaque fois que les entrepreneurs avec les patrons étaient extrêmement agiles, extrêmement rapides pour réagir, pour s'adapter, pour aller de. Donc, moi, je crois que dans le compte vivant, finalement, les fonds restent plus que jamais. L'intention d'Audrey montre bien quelque chose de d'afficher à jour, pouvoir, en dépit par exemple d'une fermeture d'activité, pouvoir conserver ses clients, pouvoir voter rapide, imaginer une offre plus adaptée, nouveau. Eh bien, ma foi, avec ces actions-là, une fois qu'elles sont là, eh bien, on sort et on s'en très très bien. Je crois que si on reste bien concentré, finalement, les fondamentaux, être à l'écoute de ses clients, non, oui, un bon fichier, conseiller, savoir adapter très rapidement. Ici, un autre exemple de fondamentaux que nous devons Ouais, je vais reprendre Arnaud, si vous permettez, parce que la connexion est vraiment trop mauvaise. Donc, on a entendu parler de fondamentaux, on a entendu parler de la nécessité d'avoir son fichier client bien à jour, et puis surtout de garder le contact, ce qui n'a pas été forcément très évident, mais ce que certains ont quand même réussi à faire pendant les 8 semaines qui viennent de se passer. Alors, Laurence, c'est des questions aussi de formation. On le disait tout à l'heure, c'est pas toujours évident pour
un commerçant, pour une petite entreprise, d'avoir son webmaster, son community manager, enfin, etc., d'être à la fois bon sur Internet, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut se former à ça? Et puis peut-être comment aussi est-ce qu'on peut éviter des solutions parfois proposées par des prestataires qui sont des solutions qui apparaissent simplistes ou simples et puis qui finalement ne donnent pas les résultats escomptés. Ne me lancez pas sur ce sujet, c'est dangereux. Non, bon, plus sérieusement, on propose chez Simplon, on propose différentes choses. Donc, on propose d'une part de former des demandeurs d'emploi sur des formations de 7 mois, devenir développeur web. Bon, ça, c'est des parcours, on va dire, de formation traditionnelle. Ce serait intéressant pour la reconversion, pour toute personne, comme on en parlait tout à l'heure, qui aurait découvert un nouveau sens à sa vie pendant le confinement, qui aurait envie de faire autre chose. Donc ça, on traite d'une part, mais d'un autre côté, on a également chez Simplon développer une offre commerciale de formation pour justement les entreprises, les PME, les TPE et les grands groupes, puisque ce sont des modules courts qui durent une demi-journée à 4-5 jours par exemple, pour apprendre à acculturer l'entièreté des salariés au numérique. Et ça passe par tout simplement l'appropriation d'un drive Google, d'une suite logicielle. Ça passe également par la sécurisation du poste de travail. Ça passe par toute une série d'outils qui justement permettent, lorsqu'on se retrouve face à ce qu'on a vécu il y a de ça 8 semaines, au moment où on s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir envoyer une armée de salariés à la maison, travailler de chez eux, et pour certains qui ne savaient à peine comment se connecter sur Internet ou à peine se connecter à une suite ou à un cloud, eh bien justement, ça permet de pouvoir, en quelques modules rapides, de pouvoir donner ces compétences de base à toute une partie des équipes qui ne sont pas encore acculturées. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va pousser énormément, nous Simplon, dans les mois qui viennent, pour être certain qu'on puisse faire face, enfin que les entreprises du territoire puissent faire face à ces problématiques et qu'elles soient armées pour affronter justement. L'idée, c'est pas de se dire qu'on va repartir dans un nouveau confinement, Dieu nous en préserve, mais qu'en tout cas le télétravail se développant, qu'on puisse donner un maximum d'armes et d'outils à nos équipes et aux équipes des entreprises du territoire pour justement pouvoir affronter cela au mieux. Alors Stéphanie, sur ces questions, là, on va peut-être changer un petit peu de dimension au niveau de Medinsoft. Il y a quand même un côté lobby qui est très fort. J'entendais parler il y a quelques jours de la Smart Région. Est-ce que quand vous-même, vous avez couru la campagne pour équiper tous vos collaborateurs, est-ce que vous vous êtes retrouvés confrontés à des problématiques sans lesquelles ce développement digital pourra pas se faire, c'est-à-dire des zones blanches, des endroits où il n'y avait pas les possibilités d'avoir une bonne connexion Internet, voire même des problématiques tout simplement d'équipement en matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la part de Medinsoft, avec ce livre blanc, une volonté d'agir un peu comme un lobby pour faire avancer cette Smart Région et pour que tous les salariés et donc toutes les entreprises puissent être égaux devant cette activité numérique? Alors oui, bien évidemment, notre rôle, c'est aussi de prévenir, d'informer et de communiquer. En même temps, les entreprises font ce qu'elles peuvent avec les moyens du bord. Le matériel sanitaire a un coût pour le télétravail, mais un coût également pour les salariés qui restent sur site. Donc, c'est des mesures de prévention qui sont assez onéreuses également. Donc, moi, je préconise toujours de mettre en place ce qui est réalisable au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, de s'équiper de gel hydroalcoolique, d'essayer de trouver des masques, ça reste un peu plus facile qu'il y a quelques semaines, mais on a tous galéré. Moi, j'ai pas été confinée un seul moment. Tous les jours, j'étais sur le terrain auprès des équipes qui y étaient encore, ou auprès des gens en télétravail qui avaient besoin de matériel, de masques, de gel, parce qu'ils avaient des conjoints qui étaient malades ou qui attendaient des enfants ou qui avaient leurs propres enfants en télétravail avec eux et qui avaient peur également. Donc moi, j'ai passé mon temps à distribuer du matériel. Il y a une énorme chaîne collective qui s'est faite et heureusement que Medinsoft était là aussi parce que la chaîne s'est faite à l'intérieur également des membres du bureau et des adhérents. Donc ça a été plus facile pour nous, les petites PME, mais ça a été un travail assez fastidieux et parfois décourageant, je dois dire. Voilà. Mais on y est arrivé et on en cherche encore du matériel.
Ouais, et sur le plan de cette fracture numérique, on dit parfois c'est pas une région qui est forcément très équilibrée en matière d'accès au numérique. Est-ce qu'il faut pas donner aujourd'hui une grande impulsion politique par rapport à ça pour pouvoir justement mettre tous les gens sur une situation d'égalité? On voit bien qu'on n'a pas tous la même qualité de connexion ce soir. On a un écosystème qui est assez riche là-dessus et qui préconise effectivement une avancée révolutionnaire sur le numérique et le digital. Après, oui, moi j'ai des collaborateurs dans des régions, dans des villes où le réseau était difficile. On a mis à disposition des petits galets pour qu'ils puissent être connectés également, et puis on leur a suggéré des horaires particuliers de réunion où pour avoir le client ou leurs équipes afin qu'ils puissent travailler au mieux. Il y a toujours des solutions, mais effectivement, selon certaines villes, il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais on va y arriver, j'en suis sûre. Merci. Je voyais Laurence qui réagissait à ces propos. Vous avez quelque chose à ajouter sur ce point ou à nous dire, Laurence? J'ai toujours beaucoup de choses à rajouter, Stéphanie le sait. Non, ce que je voulais dire, c'était par rapport à la fracture numérique. Nous, chez Simplon, c'est un peu notre cœur de bataille. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, on l'a vu, on va encore le voir plus. Il y a toute une partie de la population qui a été laissée totalement sur le côté de par cette fracture numérique, de par cet électronisme numérique qu'on combat. Et là, on n'est même pas au niveau des entreprises. Je me permets de sortir 2 secondes de ça, mais on s'est rendu compte, enfin, tout le monde l'a vécu, l'impression du papier, de l'attestation de sortie, pour une quantité de gens, c'est devenu un véritable cauchemar parce qu'ils n'avaient pas d'imprimante, ils n'avaient pas les cartouches, ils n'avaient pas l'ordinateur, et du coup, c'était de l'assignation à résidence immédiate. Donc, ce que je voulais juste aussi pointer là-dessus, c'est que c'est vraiment nécessaire qu'on ait et du réseau, et de la culture, et de la médiation numérique, et de la formation, et que toutes nos entreprises soient également formées. Mais il y a vraiment différentes échelles à remplir dans cette problématique numérique qui devient, ce que j'expliquais à des étudiants cet après-midi, je donnais cours, on a fait quasiment 10 ans de transition numérique là en quelques mois, et il va falloir vraiment qu'on s'adapte assez vite. Et je pense qu'on devrait être leader exemplaire en région sud là-dessus. On a la capacité. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Francis, est-ce qu'on a fait, Francis, 10 ans d'évolution en matière financière aussi dans cette région? Parce que je sais que beaucoup de gens vont vous dire c'est super ce que vous avez dit sur la facturage, sur le DI, sur la mobilisation des factures et du poste client, mais il y a de très mauvais payeurs qui sont très souvent l'État et certaines collectivités. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi des bonnes pratiques à mettre en place dans la région? Parce que beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises, y compris les plus petites, travaillent avec des donneurs d'ordre institutionnels qui sont pas toujours les meilleurs payeurs. Oui, vous avez raison de le souligner. Je voudrais, Yves, ouvrir une parenthèse et dire que dans l'ensemble, évidemment, le monde bancaire a véritablement joué son rôle d'acteur économique. Et ça, je crois qu'il faut le souligner. On tape sur les banquiers assez facilement. Il est bon aussi de dire que lorsqu'ils jouent leur rôle, ils vont au terme de leur mission. Il faut aussi le dire. Alors, vous avez raison de parler de commande publique. D'ailleurs, j'ajoute que sous l'impulsion d'André Jeanneret, le président de Menisoft, et de Kevin Polizzi, son directeur général, il y a une véritable demande de Menisoft exprimée auprès des institutions pour dire, plutôt que de la subvention demain, pourquoi ne pas relancer l'économie, en tout cas sur notre territoire, par de la commande publique? Et évidemment, c'est un très très bon argument, je le soutiens évidemment en totalité. En même temps, vous l'avez raison, parfois l'État est pas le meilleur des payeurs. Et en même temps, j'ai envie de dire, pour reprendre un terme à la mode, que nous avons vu, lorsqu'il s'agissait par exemple d'acheter des masques, que tous les verrous ont sauté. Donc lorsque l'État le veut, l'État le peut. Donc la relance de l'économie par la commande publique, c'est une très bonne méthodologie initiée en tout cas demandée par Menisoft. Et justement dans le livre blanc, j'y reviens Yves, nous avons ouvert là aussi un chapitre qui s'appelle « Avance sur commande publique ». Il y a des techniques pour mobiliser ces commandes, fût-elles publiques. Merci. Audrey, des problématiques financières et des problématiques de trésorerie pour les commerçants, des problématiques de stock aussi, des problématiques de relations avec les fournisseurs. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui, il y a des situations qui sont très compliquées au niveau des commerçants par rapport à ces deux problématiques de stock et de relations avec les fournisseurs? Alors bien sûr qu'il faut payer ses fournisseurs, c'est le bon réflexe à avoir, mais c'est vrai que les commerçants, certains sont dans des situations déjà pas de trésorerie,
Moi personnellement, je suis pas pour les endetter encore plus. Le PGE a pu accompagner certains commerçants, mais comme le disait Francis, il faut penser à l'après, parce que s'endetter encore plus, je pense qu'il faut surtout penser au plan de relance, savoir quels outils comment on va pouvoir les accompagner, qu'est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place pour qu'ils fassent plus de chiffre d'affaires, plus de cash, et pouvoir de ce fait payer leurs fournisseurs. Mais quand même, moi j'ai été en contact avec de nombreux fournisseurs et ils ont quand même bien accompagné leurs commerçants, et il y a beaucoup de fournisseurs qui ont essayé de faire le tampon pour qu'ils soient pas trop endettés au niveau de la banque, parce que je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui on ne connaît pas encore le taux du PGE. Merci. Arnaud, on va essayer de nouveau avec j'ai une question vraiment de journaliste à vous poser, parce que quelque chose m'a un peu surpris dans cette région très très touristique, et je pense que quelque part il faudrait peut-être qu'on aborde cette question. Est-ce qu'on n'est pas sur règlement de compte à hockey Choral qui se prépare? Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas des acteurs qui vont essayer de faire disparaître les autres? Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, certains hôteliers peuvent ouvrir alors que les restaurants ne peuvent plus ouvrir. Ils ouvrent en faisant du room service, et ils ouvrent aujourd'hui alors que leurs confrères ne peuvent pas ouvrir au mieux à partir du 3 juin. Est-ce que là, on est dans des bonnes pratiques dans un territoire qui se veut équitable? Et est-ce qu'on n'a pas des risques dans certains secteurs qui veulent se déconfiner beaucoup plus vite que d'autres et prendre des parts de marché? Yves, c'est une bonne question. Effectivement, dans les situations tendues comme celles que nous vivons, dans les situations de crise, grande peut être la tentation pour certains d'en profiter, là non plus au sens noble du terme, mais au sens déloyal du terme. Mais une nouvelle fois, ceux qui sont déloyaux en temps normal, ceux qui n'ont pas d'éthique et ceux qui n'ont pas de morale en temps normal vont continuer à avoir des pratiques déloyales, immorales, dans des conditions plus difficiles. C'est malheureux, Yves, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de solutions, hormis celle d'être effectivement très attentif, très réactif face à des comportements quelquefois déloyaux et immoraux. Donc une nouvelle fois, oui, d'être réactif et d'avoir un lien très fort avec ses clients, parce que il me semble qu'en revanche, les gens sauront faire la différence entre les acteurs qui font preuve de morale, qui font preuve d'éthique, et ceux qui ne le font pas. Merci. Quand on parle de cette notion d'éthique, la nécessité de faire appel à des spécialistes de la loi apparaît tout de suite. Donc, Michel, par rapport à cela, vous représentez un petit peu tous ces conseillers aujourd'hui de l'entreprise dans cette réunion. Alors, il y a les hommes du droit, il y a les hommes du chiffre, il y a beaucoup de professions comme les vôtres qui ont été très près de leurs clients. Aujourd'hui, est-ce que une initiative comme ce livre blanc peut aussi rappeler qu'il faut justement essayer de respecter une certaine équité dans les secteurs d'activité? C'est indispensable, et j'allais presque dire, parce que ça me concerne également, l'éthique et surtout se préoccuper de la façon dont les salariés peuvent justement réappréhender ce travail. Il est certain que l'éthique va forcément potentiellement trouver à être attaqué de toutes parts et dans un certain nombre de domaines du droit. Alors pour ce qui me concerne en matière de droit social, il est vraiment important de bien s'occuper de l'ensemble de ses collaborateurs. On a parlé tout à l'heure de risques psychosociaux. Je pense que ces risques psychosociaux ne doivent effectivement pas du tout être mis sur le côté, notamment vis-à-vis des salariés qui ne reviennent peut-être pas tout de suite dans l'entreprise. Parce que les salariés qui restent encore en télétravail peuvent effectivement souffrir d'isolement, peuvent souffrir parfois même de problèmes relatifs à la responsabilité qu'ils avaient auparavant. Et donc, c'est un certain nombre effectivement d'indices qui doivent laisser à penser que l'employeur doit agir de manière éthique, en l'occurrence, à l'égard de ses salariés. Donc, c'est vraiment une vue d'ensemble, et au-delà de la simple approche commerciale
qu'on peut avoir. Je pense qu'au sein de son entreprise, il faut vraiment effectivement être attentif à ça. On peut aussi, malheureusement, au regard de la crise actuelle, être tenté peut-être de restreindre ses équipes, de profiter de la crise actuelle pour procéder à des licenciements pour motifs économiques. Alors évidemment, je ne vais pas dire que cela est interdit, qu'il ne faut surtout pas le faire. Si les circonstances l'exigent, il faudra malheureusement y avoir recours. Et je pense que là aussi, les signaux envoyés par les pouvoirs publics doivent, ces temps-ci en tout cas, être suivis vraiment avec attention. Francis parlait tout à l'heure des aides financières que l'État pouvait accorder. Essayez tous de profiter effectivement d'un certain nombre de coups de pouce qui, en principe, ne vous sont pas donnés et qui sont donnés au regard de la crise actuelle, pour essayer de garder vos équipes, pour vraiment à la fois se réinventer et également reprendre son activité de manière le plus normale possible. Anne Angebot, on vient de parler là de ce qui est peut-être le plus important dans une région qui est constituée avant tout de petites et moyennes entreprises, où le chef d'entreprise connaît tous ses collaborateurs, et notamment dans les activités qui sont les activités de Made in Soft. Il y a quelques très grandes entreprises, mais l'essentiel c'est des PME, voire des TPE. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise ne dort pas le soir, il est confronté à ces questions-là, y compris les questions sociales que vient d'évoquer Michel. Comment on se préserve, comment aujourd'hui on arrive à mener cette vie, cette existence de chef d'entreprise dans ce contexte si compliqué, avec tous les exemples que nous venons de donner? Eh bien, du point de vue des clients avec qui j'ai pu être en contact, des dirigeants d'entreprise, on y arrive mal. C'est-à-dire qu'on y arrive avec une charge émotionnelle très très forte. Il y a la préoccupation de la survie de l'entreprise, la préoccupation du maintien de l'activité économique pour les collaborateurs. Il y a aussi le choix, la décision d'avoir mis en chômage, en activité partielle, en chômage partiel, une partie de ses salariés. Tout ça qui était de cœur. Il y a aussi la surcharge effective de travail qu'il a fallu assumer pour justement réorganiser dans des temps records l'entreprise, se préoccuper de l'après. Donc, en termes de charge mentale et émotionnelle, c'est juste énorme, et les dirigeants d'entreprise portent cette responsabilité encore plus, parce que c'est eux qui portent la responsabilité de la survie de leur entreprise. Donc les coachs que nous sommes, donc nous étions 4 dans ce livre blanc à marcher côte à côte dans l'accompagnement de ces dirigeants, eh bien nous travaillons sur l'acceptation. En général, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais c'est ce qui prend le plus de temps. L'acceptation, intégrer les changements, et puis lâcher prise sur toute volonté de chercher à contrôler. Le pendant de ça, c'est de mettre en place des dispositifs de créativité. Donc revoir, et Arnaud me contredira pas sur ce coup-là, j'en suis sûre, revoir le modèle économique, revoir les produits, revoir son offre, innover, créer, et faire de cette période complètement atypique une période qui a été une sorte de laboratoire, d'aquarium, parce qu'il y a eu des choses très positives qui ont jailli pendant ces 2 mois, très positives d'inventivité, de créativité, et c'est le moment où jamais, ça pourra donner de l'espoir aux dirigeants de revoir en fait le modèle économique de leur entreprise. Donc c'est cet accompagnement, accepter l'anxiété et en même temps encourager l'innovation, la créativité. Merci. Écoutez, c'est une belle conclusion à cette émission. Alors on en fera d'autres, parce que évidemment il va y avoir déjà un déploiement de ce livre blanc, contribution par contribution, pendant au moins une quinzaine de jours, secteur par secteur dont nous venons de parler. M-Provence sera à votre disposition pour continuer à informer et surtout à être aussi précis que ce que vous l'avez été aujourd'hui, aussi précis, aussi concret. Merci de vos témoignages qui ont donc contribué à éclairer le débat sur la façon dont ici, sur ce territoire et dans notre région, nous allions vivre ce déconfinement avec un guide qui est loin d'être une suite de protocoles un peu compassés, un peu compliqués et un peu technocratiques, mais plutôt donc des exemples très précis et qui sont alimentés par les acteurs de terrain que vous êtes. Désolé Arnaud pour la qualité de la communication, on vous réinvitera pour pouvoir vous entendre un petit peu mieux. Et puis puisqu'il reste quelques secondes, je voulais, après vous avoir tous remerciés, avoir une pensée pour toutes les personnes qui aujourd'hui dans les hôpitaux,
dans les cliniques, sur le terrain, les infirmières, les médecins de ville, tous ceux qui veillent à notre santé et à celle de nos proches. On sait que dans les milieux économiques, notamment à Marseille, il y a quand même des personnalités qui sont aujourd'hui touchées, même si la région est plutôt préservée. Nous pensons très très fort à eux aujourd'hui et à ceux qui sont à leur contact pour les soigner. Voilà, merci. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission, la partager sur le site de Made in Soft, sur la page de Made in Soft, sur la page de M-Provence, le site de M-Provence. N'hésitez pas. Et puis on se retrouve très prochainement pour évoquer ces sujets et pour vous aider à déployer ce livre blanc de bonnes solutions. Voilà, merci. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Et bon courage. M-Provence, société coopérative d'intérêt collectif, a des valeurs comme la proximité, la responsabilité ou la solidarité, si importantes en ce moment. Durant ce printemps 2020, M-Provence s'est engagé à une augmentation de ses programmes avec, en contrepartie, des audiences qui évoluent considérablement à la hausse. Aujourd'hui, nous vous proposons de devenir partenaire économique de M-Provence, de parrainer nos émissions, d'être client de nos sessions de média training, de nous solliciter pour des captations d'événements, d'interviews, ou encore de réfléchir avec nous à la digitalisation de vos événements. N'hésitez pas, venez rejoindre l'esprit mprovence.com.